Soyez les bienvenus, chers amis T-Rock, j'espère que vous allez bien ce soir. Cosmo New de la semaine du 10 au 17 septembre 2025 en Belge aussi. Et si l'émission vous plaît et que vous voulez que ce soit moins calme et qu'il y ait plus de monde, n'hésitez pas à partager tout ça avec vos collègues. En tout cas, cette semaine, cher Extremo, c'est une semaine cosmique qui ressemble un peu à un poème. Une mer agitée observée depuis l'espace, des cargos qui se croisent dans le vide, un module qui fête son 100 millième tour du monde, des militaires qui veulent livrer des colis par fusée express, la Chine qui teste des muscles orbitaux, un soleil qui commence à rugir, des astéroïdes qui portent les noms de nos ancêtres, et même un iceberg qui se brise après 40 ans de dérive. Bref, entre océans, feux et glace, la Terre et le cosmos ont offert un spectacle digne d'une saison complète de Game of Thrones, mais avec des satellites à la place des dragons. Alors bouclez vos ceintures et servez-vous un café spatial et partons pour un nouveau tour d'horizon. Et on commence avec le 11 septembre, un nouveau satellite américo-européen sur le niveau de la mer aidera à protéger les navires en mer. C'est le Sentinel 6B. L'Europe et les États-Unis qui ont représenté un bijou technologique, le Sentinel 6B, qui en fait c'est un satellite altimétrique, autrement dit un instrument capable de mesurer la hauteur des océans au centimètre près, depuis 1300 km au-dessus de nos têtes. Et pourquoi c'est important? Parce que les océans ne sont pas de simples flaques bleues, ce sont des monstres mouvants qui stockent la chaleur, déplacent des milliards de tonnes d'eau et influencent tout le climat. Sentinel B6, c'est comme lui mettre un stéthoscope sur la poitrine pour écouter son cœur battre. En fait, concrètement, il va prédire l'état de la mer avec une précision qui est inédite jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que depuis l'espace, on pourra voir toutes les vagues géantes, toutes les houles dangereuses, tous les cyclones qui sont en train de se préparer. Et tout le monde, les marins, les pêcheurs, les avions, les poissons et même les compagnies de frais maritimes pourront s'appuyer sur ces données pour éviter toutes les catastrophes. Et il n'y a pas que la sécurité des navires, surveiller la montée du niveau des mers, c'est vital pour des millions de gens vivant sur les côtes. Sentinel B6 succède à son frère Sentinel 6A, déjà en orbite depuis 2020. Ensemble, ils offrent une continuité de mesures essentielles, on peut suivre année après année comme le réchauffement climatique dilate et élève les océans. Ouais, résultat, en fait, chaque vague, chaque courant devient une donnée chiffrée. Et l'océan arrête d'être une force invisible. Comme tu le dis, Tanael, 98% des océans sont inexplorés, mais les satellites, eux, peuvent voir le 100% et trouver toutes les forces invisibles, toutes les forces indomptables. En fait, l'océan devient une carte haute définition, et peut-être même que grâce à Sentinel 6B, on évitera que la prochaine vague du siècle, donc un gros tsunami, surprenne des navires de croisière, des pays ou un port tout entier. Comme ça avait pu être le cas pour l'Inde il y a pas mal de temps, on pourra aussi voir les profondeurs des océans de certaines planètes. Alors oui, ça sera avec les grands satellites d'observation qu'on verra à Fermi 4. En attendant, on passe à la deuxième actu. Stay tuned. Progress 93, le cargo cosmique de l'ordinaire vital. Le même 11 septembre, pendant que Sentinel 6B préparait son stéthoscope marin, un autre héros beaucoup plus discret s'est lancé depuis Baïkonour. Progress 933. Les Progress, vous vous souvenez, la semaine passée, on vous avait montré cette image avec le Progress 92 qui avait accosté. Eh bien, ils n'ont pas chômé, ils ont déjà envoyé le Progress 93, donc des cargos russes qui ont rien de glamour, ils sont pas très classe. Il n'y a pas de grandes conférences de presse, il n'y a pas de pub pour leur envoi. Mais sans eux, en fait, l'ISS, ils creveraient de faim. Parce que c'est eux qui livrent toute la nourriture, tout le carburant. Et cette fois, le Progress 93, c'était 2,8 tonnes de nourriture, d'eau et de carburant. Et du coup, il a atterri 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, le 13 septembre, il s'est amarré à la Station Spatiale Internationale avec une précision millimétrée. Imaginez garer un camion de 7 tonnes en pilotage automatique à 28 000 km/h. Et il faut comprendre que ce balai logistique, c'est la respiration de l'ISS. Derrière chaque selfie d'astronaute en apesanteur, il y a des dizaines de vols de Progress, de Cygnus, de Dragonfly, qui assurent que le café ne manque pas, que les combinaisons sont réapprovisionnées et que les laboratoires puissent tourner. Progress 933, c'est la preuve que dans l'espace, la survie dépend de la routine. Rien de spectaculaire, mais sans ces cargos, plus d'expérience, plus d'équipage, plus de rêve orbital. J'en profite pour vous poser une question à vous, le chat. Si vous pouviez envoyer du réapprovisionnement, genre une forme de nourriture,
sans partir sur les trucs utilisés, mais vous pouviez envoyer un plat dans l'ISS. Vous choisiriez quoi, vous? Et en attendant, après cette question, ça montre aussi un point de vue qui est intéressant en termes un peu géopolitiques, vu qu'on en parle souvent, c'est la coopération constante entre les États-Unis et la Russie sur l'ISS. C'est-à-dire que sans la Russie, sans l'apport de Progress, eh bien les astronautes américains n'auraient pas à manger, n'auraient pas tout leur réapprovisionnement. Donc ça c'est beau. Et en parlant d'autres qui sont pas très amis avec la Russie, on va parler d'Europe. Et plus précisément de Columbus. Le Colon 100 000 orbites et c'est pas fini. C'était le 12 septembre, un grand vétéran de l'espace qui a fêté son anniversaire spatial. Donc le Columbus qui a atteint sa 100 millième orbite autour de la Terre. Donc un module européen de l'ISS qui a été lancé en 2008. 100 000 orbites, ça veut dire 15 ans de recherche, des millions de kilomètres parcourus et surtout une avalanche d'expériences scientifiques. Physique, médecine, observation de la Terre. Columbus, c'est un laboratoire flottant où l'Europe a prouvé qu'elle pouvait jouer dans la cour des grands. Ouais, on y a étudié comment les eaux se fragilisent en apesanteur, comment les fluides se déplacent sans gravité, comment pousser des planètes hors de la Terre. Autrement dit, Columbus, c'est un incubateur de science qui prépare les voyages de demain vers la Lune et vers Mars, avec, comme on le voit, du plasma froid, des impressions 3D de métal, des modules qui ont soutenu 250 expériences. C'est incroyable. Et symboliquement, c'est fort. L'Europe n'a pas de lanceur habité, pas de capsule pour envoyer ses astronautes seuls, mais avec Columbus, elle a un pied permanent dans la station, une clé de la recherche mondiale. Et 100 000, c'est plus qu'un chiffre, c'est aussi une preuve que une coopération internationale. C'est une preuve aussi que la coopération internationale, malgré les tensions, continue de produire de la connaissance. C'est pour ça qu'ici on vous présente des bonnes nouvelles, il y a des bonnes actus. Il y a de la collaboration spatiale, mais pas toujours quand on demande son avis à la Space Force pour notre 4e actu du jour. US Force veut livrer par fusée express toujours le 12 septembre. Un communiqué a fait frissonner les amateurs de science-fiction. L'US Air Force a confié à Blue Origin et Anduril le soin d'étudier la livraison de fret militaire par fusée. Imaginez, au lieu d'un avion de transport qui met normalement 12 heures à traverser le Pacifique, pourquoi on n'enverrait pas une fusée qui décolle, qui traverse l'espace surorbital et qui livre son chargement en moins d'1 heure, n'importe où sur Terre? La livraison orbitale par fusée. Ce programme s'appelle Regal. Pour l'instant, ce sont des études, pas encore des fusées opérationnelles, mais ça montre une tendance. L'espace n'est plus seulement un terrain de science, c'est aussi une extension des logiques militaires et logistiques. Alors l'armée, c'est pas la poste. Par contre, Amazon, on peut dire que c'est une forme de poste, et c'est Blue Origin qui a déjà travaillé sur les lanceurs lourds. Il s'appelle Anduril. Qui est une petite start-up spécialisée dans la défense et l'IA. Et c'est ensemble qui pourrait inviter une version militaire d'Amazon Prime, la livraison garantie en orbite. Il va coûter je sais pas combien d'abonnements. C'est fascinant et inquiétant, car des livraisons rapides par fusil dit aussi possibilité de déployer des armes ou du matériel sensible en un temps record. Le futur de la logistique spatiale pourrait bien ressembler à un mélange de science-fiction et de guerre froide. Que c'est l'heure d'une rubrique qu'on adore. C'est la rubrique Falcon Punch. Bon, Ok mes chers astronautes, préparez vos boucliers thermiques car cette semaine SpaceX nous a sorti un enchaînement digne d'un buzz final. 4 lancements de Falcon X en 6 jours. C'est plus qu'un planning, c'est un festival cosmique. Ouais, du 10 au 15 septembre, ça a été Falcon Punch, Falcon Kick, Falcon Uppercut jusqu'au combo final. Allons-y, round par round. Round 1, 10 septembre, Vodender. D'entrée de jeu, Falcon 9 décolle de Californie avec 21 satellites CDDA. Tranche 1 dans sa cargaison, de la communication militaire, maillée, rapide, prêt à encaisser les coups en orbite basse. Bref, un internet tactique pour soldats du futur. Rien que ça, c'est que le premier round et il y a déjà un vrai réseau galactique pour que les militaires puissent s'envoyer des mèmes, des infos critiques, pardon. Même au milieu de nulle part. Et on passe tout de suite au round 2, la deuxième frappe direction la Floride avec le satellite indonésien Nusantara Lima N5. Après quelques reports météo, bingo, une orbite géostationnaire. Et ça, c'est une victoire pour des millions de personnes en Asie du Sud-Est qui vont profiter d'Internet et de télécom élargi. Pas mal pour un seul coup de poing orbital. Round 3, 13 septembre, Vadandering. Et là, attention,
Combo Starlink, une Falcon 9 balance 24 nouveaux satellites dans la méga constellation. Le booster tranquille rentre se poser sur la barre Of Course I Still Love You comme une ballerine qui atterrit après un salto. Et avec ça, SpaceX atteint son 115e lancement de l'année. On parle plus de cadence, là on parle de mitrailleuse orbitale. Et quatrième manche, et pas des moindres, les premières missions du Cargo Sinus XL, tout gonflé et prêt à livrer 5 tonnes de frais à l'ISS. Le vaisseau arrive en orbite sans problème, et au moment de viser la station, petit couac de manœuvre orbitale incomplète, résultat, rendez-vous reporté, mais pas d'inquiétude, l'oiseau est en bonne santé. Ouais, comme quoi, même les meilleurs combos ont parfois un petit bug dans la manette. Bonus round 12 septembre, feu vert pour 120 tirs par an. Et pendant ce temps-là, la FAA et l'US Air Force signent un nouveau deal. SpaceX peut pousser la cadence jusqu'à 120 lancements Falcon 9 par an depuis le SLC 40 à Cap Canaveral. Autrement dit, Falcon Punch devient Falcon Mitraillette. Attendez-vous à avoir des fusils décoller aussi souvent que des avions low cost. Conclusion, en résumé, 4 décollages, un Cargo XL qui joue les prolongations et un feu vert pour transformer la Floride en piste de décollage permanente. C'est officiel, le Falcon 9 est passé de boxeur poids lourd à sprinter cosmique, et nous on se régale à chaque round. Falcon Punch qui les KO tous les pays, ou presque. Et super transition pour la suite, je sais pas qui écrit ton texte, mais elle est douée parce qu'il y a un pays qui ne met pas KO, le grand pays qui est la Chine. On va retourner sur l'actualité et les conflits géopolitiques, pour tous ceux qui arriveront après. Comme on le disait, donc SpaceX met KO tous les pays, mais pas encore la Chine, qui, comme on l'a vu la semaine passée, reste un grand adversaire pour les États-Unis. Même si pour l'ISS, ils collaborent beaucoup avec la Russie, c'est pas le cas de la Chine. Et le même jour, donc le 12 septembre, la Chine a annoncé le deuxième test réussi de son futur lanceur Long March 10. Et là, on part d'une fusée stratégique, c'est celle qui doit transporter les prochains équipages vers la Lune. Le test s'est déroulé au centre spatial de Wenchang sur l'île de Hainan. C'était un essai de mise à feu statique. On attache la fusée au sol et on allume les moteurs pour vérifier leur puissance et leur stabilité, et ça a marché. Ce lanceur est pensé pour concurrencer Artemis. Avec lui, la Chine veut envoyer ses taïkonautes vers une station lunaire d'ici 2030. Chaque essai est une marche de plus dans cette course au retour sur la Lune. Et c'est ainsi un message géopolitique. La Long March 10, c'est la promesse que Pékin ne se contentera pas d'être un suiveur. Elle veut être leader dans le nouvel âge de l'exploration. Et pour en venir justement au côté géopolitique, on a vu que Artemis 2, ils en ont parlé récemment dans la dernière conférence qu'on a discuté la semaine passée. Ils veulent renvoyer 4 astronautes pour un voyage un peu permanent sur la Lune pour y établir des bases et rester fixé là-bas. Et la Chine, c'est concurrence. Elle fait ses premiers tests, elle veut aller sur la Lune et elle arrive petit à petit à faire ça. Donc à l'image, vous voyez simplement de la fumée pour tester le lanceur. Peut-être c'est pas le plus impressionnant, mais il faut savoir que tous ces tests, c'est ce qui a permis à SpaceX de faire ensuite ses lanceurs réutilisables et tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de fusées qui explosent mais qui regorgent de données et d'informations qui permettent d'évoluer. Donc petit à petit, la Chine va de l'avant, elle monte. Tout comme le soleil qui se réveille et qui nous fait un petit coucou, il repart à la hausse. Il repart à la hausse, pardon. Et oui, c'était le 15 septembre que la NASA a confirmé ce que beaucoup pensaient. Après une petite accalmie depuis 2028, l'activité solaire est repartie à la hausse. Regardez notre beau soleil. Ça veut dire plus de taches solaires, plus d'éruptions, plus d'éjections de masse coronale. En clair, le soleil s'énerve et balance des torrents de particules à travers l'espace. Et les conséquences de ça? Des aurores boréales splendides. Mais aussi des risques pour les satellites, les communications, les GPS, les réseaux électriques, Internet, absolument tout. Un événement comme celui de Carrington en 1859 qui pourrait aujourd'hui paralyser la planète entière. Mais ne paniquons pas, les scientifiques surveillent le soleil comme un faucon. Cette reprise d'activité est normale, c'est le cycle de 11 ans qui atteint son maximum. Et ça nous rappelle à quel point notre civilisation hyperconnectée dépend d'une étoile capricieuse. Et oui, et pendant que certains satellites photographient le soleil, d'autres satellites cartographient les astéroïdes. C'était aussi le 16 septembre, la sonde Lucy qui a marqué l'histoire. Elle a cartographié Donald Johanson, un des petits astéroïdes de la ceinture principale, et l'Union astronomique internationale a officialisé les noms de ces reliefs.
Afar, Lobus, Olduvai, Lobus, ces noms viennent des sites paléontologiques où on a découvert Lucie, le fossile d'Australopithèque vieux de 3,2 millions d'années. Et la sonde Lucie, qui porte son nom, explore aujourd'hui des mondes fossiles du système solaire. C'est un parallèle qui est magnifique parce qu'une sonde qui relie nos origines biologiques à l'histoire cosmique, en étudiant Donald Johanson, on comprend comment les briques primitives de notre système solaire se sont agencées. C'est de la poésie scientifique. L'astéroïde porte le nom de celui qui nous a révélé à nous-mêmes. Et maintenant, grâce à Lucie, il devient une archive du passé cosmique. Narmada, Cachet Saxum, Kenwick Saxum, Boxco Saxum, tous ces jolis petits noms. Pour une fois qu'ils ont trouvé à peu près des vrais noms, ils ont pas mis RTCX B839 là. Gentil le Ça chat. un peu plus inspiré. On vous a dit qu'on vous parlerait de glace, eh bien on va vous parler d'un iceberg. Le 17 septembre, c'était les satellites MODIS qui ont capté une image qui était assez saisissante. L'iceberg géant A23A, l'un des plus grands jamais observés, est en train de se fracturer. Cet iceberg s'était détaché de l'Antarctique en 1986 et a dérivé pendant presque 40 ans, comme un fantôme glacé errant dans l'océan austral. Et aujourd'hui, il se brise en morceaux, et c'est plus qu'un détail, en fait c'est un gros bloc de glace de cette taille qui se fragmente. Ça modifie les courants, ça nourrit l'océan en eau douce, et ça perturbe les écosystèmes marins. En soi, ça les fait évoluer, disons. On s'attendait de toute façon à voir l'Antarctique qui s'ouvre et qui se brise, mais maintenant en voyant vraiment les icebergs se fissurer, on voit la réalité. A23, c'est un rappel brutal. Les glaces polaires sont vivantes, mouvantes et leur destin est lié au nôtre. Leur fonte rapide est une alerte climatique. Chaque fracture est une page qui se déchire dans le grand livre de la Terre. Il y a de faire des carburants plus verts pour les fusées, parce que les fusées étaient du genre à polluer 500 fois plus que nous. Et avec les coups de Falcon Punch qu'on se prend chaque semaine, vous imaginez la bonne dose de pollution qu'il y a. Donc il serait temps de remettre un peu les comptes à l'heure pour l'écologie et d'accepter que l'Antarctique va s'ouvrir et que ça va être une course géopolitique entre la Russie, le Canada, les États-Unis. Pardon, j'ai dit le Canada, mais ils ont manqué la course. Donc tant pis pour le Canada, en tout cas voilà ce qui conclut cette édition de Cosmonios, entre un océan qui est surveillé depuis l'espace, un cargo qui nourrit les astronautes, un module qui boucle 100 000 tours de la Terre, des militaires qui rêvent de fusées express, la Chine qui prépare la Lune, un soleil en colère, des astéroïdes qui portent nos noms, un iceberg qui se brise, la Terre et le cosmos ne cessent de nous rappeler leur énergie. Ce sont des signaux, des histoires, des rappels. Le monde est vivant, l'univers est en mouvement et nous, petits dinosaures et dragons, on essaie de suivre le rythme. Et merci les chers astronautes, nos petits dinosaures numériques. Merci de voyager avec nous, d'aimer, de liker, de partager tout ça. Vos yeux, vos rires, vos questions, vos commentaires donnent tout un sens à ces histoires. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée cosmique et aussi le 5 octobre pour le grand Trovon Fermi, le protocole. D'ici là, levez la tête, le ciel est un livre ouvert, il suffit de savoir le lire. À la prochaine et bonne nuit et à demain. L'aventure se termine, mais ce n'est qu'un au revoir.